On se retrouve face à Michel Onfray pour notre rendez-vous du week-end sur CNews. Bonjour Michel. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange sur l'actualité. Avec une forte activité cette semaine, je suis sûre que vous l'avez noté, du côté de la gauche, c'est-à-dire de la France insoumise. Hystérisation du débat, agitation des étudiants pro-palestiniens, insultes, slogans haineux qui ont fleuri partout, notamment à l'occasion du 1er mai. On va revenir sur cette stratégie du chaos qui est la marque de fabrique de ce mouvement politique et on va voir ce que vous en pensez. Il y a aussi au registre des faits de société qui malheureusement illustrent une nouvelle fois la violence chez les jeunes, la mort du jeune Mathis, 15 ans, poignardé à mort à Châteauroux par un jeune Afghan du même âge. La mère de ce dernier a porté des gifles au jeune homme qui agonisait. La violence en héritage, en partage. On a envie de vous entendre aussi sur ces questions et les réponses qu'on peut y apporter. Enfin, on va parler de ce qui vous tient à cœur, l'Europe, en tout cas les élections européennes, avec les premiers grands meetings des candidats. À part le président Macron, on n'entend pas beaucoup parler d'Europe en réalité. On voit que ce sont les enjeux nationaux qui prennent le dessus dans cette campagne européenne. Là aussi, je pense que vous allez mettre quelques regrets. Je me trompe ou pas? Oui, vous ne vous trompez pas. Bon, on parlera de souveraineté aussi, évidemment, parce que c'est la clé de voûte de votre engagement. On commence, si vous le voulez bien, Michel Onfray, par ce qui se passe dans les facultés, Sciences Po, à Paris, mais aussi en région, la Sorbonne, qui a été également occupée par des militants pro-palestiniens. La police, à chaque fois, est intervenue pour débloquer les manifestants qui étaient là et qui empêchaient les autres d'aller en cours. Il y a des slogans qu'on a entendus, comme Israël assassin, la Palestine de la mer au Jourdain. Qu'est-ce que défendent exactement ces manifestants, selon vous, Michel Onfray? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils le savent eux-mêmes. Je pense qu'ils défendent une position contre. Et qu'ils sont pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Contre quoi? Ils savent? Là, pour le coup, c'est probablement tous les éléments de langage qu'on leur donne. C'est-à-dire Israël, le capital, le capitalisme, les États-Unis, le grand méchant, etc. Et donc, il y aurait le bien, il y aurait le mal, etc. Mais à l'université, ça fonctionne comme ça depuis très longtemps. Il y a eu comme ça, en mai 68, des moments d'hystérie, mais on pourrait remonter aussi aux périodes des années 30, où, à l'époque, il y a l'Action française, et puis les communistes, c'est d'une grande violence aussi. Et Mélenchon, qui connaît bien cette période-là, sait bien que le républicain qui ne naît pas, moi, ce qu'il raconte, je suis républicain, je suis le dernier à être républicain, je suis moi-même la République, je suis le dernier rempart de la République, il sait bien qu'il vaut mieux jouer la stratégie de l'Action française ou l'action du Parti communiste de cette époque-là, c'est-à-dire une action violente, brutale. Et tout ce qu'il reproche à Marine Le Pen, finalement, elle n'est pas démocrate, elle n'est pas républicaine, il y a des fascistes dans ses rangs, etc. Ça marche pour lui. On a envie de dire, c'est celui qui le dit qui est. Alors, on va revenir à la stratégie de Mélenchon dans un instant, mais moi, j'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe à Sciences Po. Il y a eu une journée de débat qui a été organisée avec la direction provisoire de l'établissement. On va écouter le directeur de cette administration provisoire sur le débat qui a eu lieu entre les étudiants sur la guerre à Gaza. Écoutez. Ça a été un débat dur, avec des prises de position assez claires, beaucoup d'émotions. Et donc, j'aspire maintenant à ce que chacun retrouve le calme, qu'on soit tous toujours dans le dialogue. Je dois dire que le débat a montré un très large consensus pour que chaque intervenant souligne à quel point il était opposé naturellement en antisémitisme et au racisme. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu des tensions cette année liées au conflit israélo-palestinien et qu'on constate notamment que le nombre de signalements sur des enquêtes à faire sur des propos pouvant être antisémites a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. Vous comprenez ce qu'il dit, ce monsieur, en fait. Il dit il n'y a pas d'antisémitisme, mais il y a des propos qui relèvent de l'antisémitisme. Sciences Po, c'est une fabrique de moutons, donc on fabrique des gens qui vont faire fonctionner le système. Dans quelques temps, ils auront les bons diplômes, ils seront bons en droit, ils diront ce qu'il faut dire. Donc ils lisent là pour l'instant ce qu'il faut dire. Ils auraient dit, on voit ce qu'ils auraient dit dans un Iran des mollahs, dans une Allemagne nazie, dans une Union soviétique bolchevique. Il n'y a pas beaucoup de pensée, il n'y a pas beaucoup de réflexion, on n'analyse pas beaucoup. On est là pour... Il y a de l'émotion, a-t-il dit? Ah bah oui, il y a d'ailleurs que ça. Il y a d'ailleurs que ça. Et de la raison? Non, peut-être pas. Oui. Ben, pas beaucoup, il me semble. C'est-à-dire que quand on commence à interdire des débats ou l'entrée d'école à des gens juste parce qu'ils sont juifs, qu'on commence à dire ce serait bien s'il y avait une petite étoile jaune, ça nous permettrait de savoir, et ceux-là au moins on pourrait les mettre dans un coin, etc.
Je ne sais pas comment on fait pour tolérer ça plus longtemps. C'est bien beau, l'espèce de maladie mentale qui consiste à faire des débats, à faire des dialogues, à faire des rencontres, à faire des séminaires, à donner des numéros verts, en gros, pour qu'on puisse dire le pour, le contre, etc. Non, il y a un moment donné où il y a de la sélection raciale fabriquée par les pro-palestiniens qui désignent nommément les juifs en disant qu'ils sont interdits. Je regrette, mais pour beaucoup moins que ça, certains qui ont émis des réserves sur le fait que le Coran soit un joli livre et qui se retrouvent au tribunal pour ça, eux, ils ne se retrouvent pas au tribunal pour avoir fait de la sélection raciale. C'est ce qu'ils font. C'est pas le schéma qu'on voit plus aux États-Unis, ce que vous nous décrivez là, Michel Onfray. Les facs américaines, les grands campus, notamment Columbia à New York, UCLA à Los Angeles, ont été évacués. On va avoir quelques images par les forces de l'ordre. C'est pas plutôt le schéma américain que vous nous décrivez? Non, je parle de Sciences Po. Vous parlez de Sciences Po. Quand il y a eu effectivement des discriminations raciales, des discriminations au nom de la religion, enfin ça relève du droit, ça. Je pense qu'on devrait pouvoir aller au tribunal. Personne ne va au tribunal, jamais. C'est toujours Éric Zemmour qui va au tribunal, c'est toujours Marion Maréchal Le Pen, toujours ces gens-là qui vont au tribunal parce qu'on a vu une virgule mal placée qui pourrait laisser croire que la chose dite fait référence aux heures les plus sombres de l'histoire, etc. Là, clairement, vous pouvez dire non aux Juifs, c'est ça qui est dit. Vous pouvez dire clairement non aux Juifs, vous ne vous retrouvez pas au tribunal. Vous ne vous retrouvez pas mis à la porte de l'établissement. Vous ne vous retrouvez pas avec un casier judiciaire. Vous pouvez continuer. Et il y a même des gens qui vous disent c'est bien ce que vous faites. Mélenchon qui dit continuez, c'est formidable. Ils appellent au soulèvement. Voilà. Intifada, si vous voulez traduire le mot. Alors, vous parliez des tribunaux. En l'occurrence, cette semaine, c'est Mathilde Panot et Rima Hassan qui ont été entendus par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme, parce que sont en cause certains de leurs propos après le 7 octobre. Là, pour le coup, il s'agit de la justice, mais concernant des plaintes instruites pour des gens de la France Insoumise. On va voir. Parce que on va voir où ça aboutit, c'est ça? Oui, je pense. Parce que si on dit à un moment donné non, ça n'est pas un éloge du terrorisme, ça va donner quoi? Vous allez voir dans les rues les manifestations de bonheur de gens qui diront vous avez vu, vous, etc., etc. Je veux bien convoquer à la police, c'est bien. Ce que fait la police, c'est bien. Simplement après, il y a la justice. Que va dire la justice? Si vous avez des gens des syndicats de la magistrature, ils vont vous expliquer, puisqu'ils défendent eux aussi la cause palestinienne, ils vont vous expliquer que c'est bien sûr que ça n'est pas du terrorisme. Ce qui s'est passé avec Hamas, c'est une guerre légitime etc. On connaît les éléments de langage. Et quand ils auront gagné devant la loi, qu'est-ce que ça donnera tout ça? Moi, je voudrais qu'on puisse envoyer au tribunal des gens en leur disant vous, monsieur machin, vous avez dit ou madame bidule, vous avez dit ceci, c'est de la discrimination raciale et personnellement, vous allez rendre compte de ce genre de comportement. Et là, pour le coup, oui. Mais là, on fait faire de la politique à des gens dont on sait très bien. Je ne parle pas de la police là pour le coup. La police fait bien son travail. Mais on va demander à des gens de donner leur avis. On le connaît déjà. Les avis des magistrats. Moi, je ne veux pas mettre ma main à couper. Pas tous. Non, de nombreux magistrats. Non, mais vous savez, la justice, vous savez, enfin, je ne vais pas reprendre La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, mais on sait très bien que la justice n'est pas si juste que ça. Très jolie et que quand vous choisissez vos magistrats, on sait que les politiciens savent faire ça, et quand ils sont au pouvoir, ils ont les moyens de choisir les leurs. C'est pas aussi beau que ça, la justice. C'est pas beau comme une belle phrase de Montesquieu. C'est fait avec des hommes qui sont corruptibles, avec des individus qui sont faillibles, avec une nature humaine dont Pascal disait des choses terribles. Il disait que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Et quand on parle de principes, moi je n'oublie jamais cette phrase de Pascal. Les principes c'est bien, mais il y a des hommes qui sont censés les activer. Et je vous assure que c'est pas souvent terrible. Les grands hommes sont rares. Alors en tout cas, à la faveur de cette convocation devant la justice pour apologie du terrorisme, la France Insoumise a bien sûr dénoncé une justice qui serait une justice politique. On va écouter, ça va vous intéresser, un petit extrait d'une passe d'armes verbale évidemment à l'Assemblée nationale entre Manuel Bompard de la France Insoumise et Éric Dupond-Moretti, qui lui dit que la justice est indépendante. Écoutez cet échange, on en débat ensuite. Désormais, votre autoritarisme se déplace sur le terrain des idées. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. Amnesty International alerte sur la situation préoccupante des droits humains en France. La Commission nationale des droits de l'homme dénonce une circulaire du garde des Sceaux qui dévoie l'antiterrorisme pour museler les voix de l'opposition. La justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. Il y a des jours, on préférerait être sourd que d'entendre ce que l'on entend. Vous parlez d'instrumentalisation de la justice. C'est votre groupe qui a déposé contre moi une plainte scandaleuse pour un acte administratif. C'est vous qui avez demandé au procureur général de former un pourvoi en cassation. C'est vous qui, tous les soirs, avez tweeté pour que je sois condamné.
Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus Madame Panot qu'une autre. La réponse directe du Dupond-Moretti. Il fait référence aux mollahs iraniens, puisque le guide l'ayatollah Khamenei de la République islamique d'Iran a soutenu les étudiants qui manifestent, notamment en France, pour la cause palestinienne, selon eux. Michel Onfray, alors. Oui, et puis la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, les Mollahs, l'Iran, tout ça se tient, c'est le même monde. Gaza, enfin tout ça est formidable. C'est le même monde. Bah, évidemment, qui envoie des bombes, qui envoie des armes sur Israël. Ah non, mais ça, bien sûr. Oui, mais c'est le même monde. Mais si vous défendez quelqu'un dans ce dispositif, vous défendez tout le monde. C'est un dispositif, vous ne pouvez pas innocemment avoir un drapeau palestinien au bout d'un bras. Vous ne pouvez pas vous habiller avec un drapeau palestinien sans défendre le régime des Mollahs, qui lui aussi, ce régime, envoie plus de 300 bombes, missiles, etc., sur la terre d'Israël. Heureusement que le dôme d'acier a rendu possible l'interception de tout ça, sinon c'était un massacre. Ça veut dire que quand on porte le drapeau palestinien, on défend ça, on défend l'attaque d'Israël. Ça veut dire... Alors maintenant, sur ce que vous venez de me faire voir, je trouve que... moi, je les renvoie dos à dos. Parce que oui, évidemment, je viens de répondre avec La Fontaine, mais oui, la justice est une justice de classe. Est une justice aux ordres. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire que quand M. Bompard s'en vient défendre des régimes comme l'Iran, s'en vient défendre des régimes comme Gaza, ou des régimes comme Cuba, puisqu'ils le font encore en permanence, ou des régimes comme la Chine, etc. Ou sud-américains, le Venezuela, etc. On se dit, ils sont quand même mal placés, ces gens-là, pour nous dire que la justice, ce serait tellement beau. Ces gens qui ne voient que par Robespierre. C'est quoi la justice de Robespierre? C'est la loi sur les suspects, c'est une justice d'exception, ce sont les tribunaux révolutionnaires, c'est la guillotine simplement à la tête du client. Donc on ne peut pas d'un côté dire Robespierre est l'horizon indépassable de la politique aujourd'hui, soyons robespierristes, et puis après en appeler à la beauté du droit ou la beauté de la loi chez Montesquieu en disant oh, l'esprit des lois ceci, l'esprit des lois cela. Non, il faut arrêter, je veux dire, ces gens-là se moquent du monde. Et c'est une stratégie, selon vous, de Jean-Luc Mélenchon, la stratégie du chaos, installer de l'instabilité dans le débat, le rendre, l'hystériser, le débat, afin de faire progresser ses idées. Oui. Et je suis stupéfait, enfin à peine, mais qu'Emmanuel Macron ne réponde pas à ça. Je pense que ça doit faire son jeu aussi. Mais oui, on comprend le jeu que joue Mélenchon. Lui, de toute façon, il a son âge, il a son passé politique, il est souvent un passif, il a beaucoup de choses derrière lui, des casseroles. Mais une culture politique. Il a une petite culture politique dans un monde où personne n'en a. C'est facile de paraître un géant quand on est dans un peuple de nains, mais quand il a cité 3 noms, on a dit « Oh là là, il a cité 3 noms ». Et parfois, des gens qui sont sympathisants de la France insoumise lui ont passé des questions avant qu'on les lui pose sur les débats où il dit « Oui, bien sûr, Giono, ce livre, je le connais, etc. » On ne peut pas lui empêcher qu'il connaît la littérature. Non, mais moi j'ai eu un déjeuner avec lui à l'époque où il n'avait pas encore été... candidat au présidentiel, et j'ai mesuré l'étendue de sa culture, si vous me permettez de rester dans la litote, concernant la Révolution française et d'autres moments historiques. Donc on peut faire beaucoup d'effets avec peu de choses et peu de mots et peu d'idées. À la télévision, ça suffit pas pour dire voilà un grand homme cultivé. C'est pas le général de Gaulle, c'est pas François Mitterrand, c'est pas quelques autres, Jacques Chirac aussi par exemple dans son domaine. Donc non, je ne lui donnerai pas ce crédit-là. Mais simplement oui, il a joué cette carte une carte personnelle. Il veut bien détruire la France, lui, si ça lui permet de ne pas mourir. Voilà quelqu'un qui se dit périsse la France, les Français, si moi je peux vivre et survivre un peu politiquement. Et ils n'aiment pas la France. Ces gens-là n'aiment pas la France. Tout ce qui déteste la France. Ils prétendent le contraire. Oui, moi je regarde pas je n'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Et pour l'instant, pour l'heure, ils sont toujours derrière les gens qui détestent la France, qui n'aiment pas la France, qui vomissent sur la France, qui viennent de dire que, je sais pas, la France est un pays de racistes dégénérés. Bravo, 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 bravo. Il y a un moment donné où si on déteste tant que ça la France, on se dit, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de la conduire, la France ? Vous voulez être chef d'un État français, vous détestez l'État, vous détestez la France, ce qui vous intéresse, c'est d'être chef, assez probablement. Et la réponse est là. Oui, c'est une histoire mégalomane de quelqu'un qui veut être is no good, il veut être calife à la place du calife. Et s'il faut détruire la France, on détruit cette France-là. S'il faut détruire une autre partie de la France, ils détruisent aussi ces gens-là, ça les gêne pas du tout. C'est le cynisme total des politiciens, comme disait le général de Gaulle. On va parler maintenant, Michel Onfray, des violences qui ont émaillé le 1er mai, qui a été un défilé sous tension, notamment à Paris, place de la Nation. Il y a eu quelques aussi violences en région. Mais il y en a eu notamment à Saint-Étienne, où le candidat place publique socialiste Raphaël Glucksmann a dû quitter le cortège sous les quolibets d'un certain nombre de manifestants, avec des drapeaux palestiniens notamment. On va écouter ce qu'en a dit Raphaël Glucksmann, qui pointe du doigt la France insoumise. Écoutez-le.
Franchement, je ne les connais pas personnellement, donc c'est compliqué, on va voir qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution permanente et de la France insoumise. Donc voilà, ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça. Ne sont pas des démocrates. Il dit que ses alliés, parce que la NUPES existe toujours, ne sont pas des démocrates. Le réveil est un peu douloureux à gauche ? Non, il a raison, mais il faudrait qu'il ajoute que chez Macron, on n'est pas très démocrate non plus. Tous les gens qui ont mis à la poubelle le référendum, le résultat du référendum en 2005 ne sont pas des démocrates. Tous les gens qui en 2008 ont dit on va passer par-dessus la tête du peuple ne sont pas non plus des démocrates. Donc quand on veut donner des leçons de démocratie, il faut qu'on soit soi-même impeccable sur le terrain de la démocratie. Mais ceci dit, peu importe, je ne vais pas le rendre responsable de ce qui ne relève pas de lui. C'est une autre classe politique plus ancienne et pas lui. Mais là, sur ce sujet, il a raison. Défilé du Premier ministre. C'est inadmissible. C'est la chasse aux Juifs, si je puis me permettre l'expression. La chasse aux Juifs. Oui, je le pense. Parce qu'il s'appelle le Juif lui-même, il n'en fait pas état, mais enfin, je veux dire... Si, il a dit qu'il était depuis des semaines et des mois victime d'attaques antisémites. Mais il a raison de le dire, parce que c'est vrai. C'est tout ça le point commun, si vous voulez, à tout ce qui se passe actuellement. Je lui dis, la chasse aux Juifs est ouverte. On a la possibilité aujourd'hui de traiter Raphaël Glucksmann comme ça. On n'est pas d'accord avec lui, on débat, on dit pourquoi on n'est pas d'accord, on défend deux conceptions de l'Europe, deux conceptions du monde, on va dire oui, voilà ce qu'est la République, c'est pas ce que je crois être la République. Bon, tout ça, c'est la courtoisie républicaine, je pense. Ça n'est pas le cas. On ne peut pas jeter de la peinture sur des gens, des œufs pourris, je sais pas quoi, et puis poursuivre les gens parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Tout le monde est armé aujourd'hui. Les Macroniens ont même expliqué, je crois récemment, que si vous étiez porteur d'un couteau, ça ne posait pas grand problème. Vous avez bien le droit d'avoir un couteau de 25 cm. Non, il y aura une amende. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas très grave. Ça veut dire que si vous avez un couteau avec une lame de 25 cm, c'est juste pour couper une pomme en cas de besoin. Exactement ça. Ça s'appelle une arme, bon sang. Pour qui porte un couteau. Ouais. Pour l'instant, je pense que si vous portez un couteau avec une lame longue comme ça, vous n'avez pas des intentions sympathiques à l'endroit des gens que vous allez croiser. Mais juste dire, juste une petite amende. Vous pensez que ça les gêne, les gens d'avoir une amende qu'ils ne paieront d'ailleurs pas. Donc je crois effectivement qu'il y a un problème aujourd'hui avec cette idée qu'on a aujourd'hui des pogroms, qu'on les laisse faire. Ce qui s'est passé avec le Hamas et Israël, ça se fait ponctuellement, ici, là, ailleurs, etc. Vous interdisez, on en parlait tout à l'heure, d'une jeune fille, enfin je ne sais pas si c'était une jeune fille, mais juive de rentrer à Sciences Po parce qu'elle est juive, donc elle est sioniste, donc elle défend le grand capital, etc. Et là, on laisse faire. Moi, ça me fait plus... Alors pour le coup, ça fait tellement longtemps qu'on s'en vient à faire référence à Oradour-sur-Glane, à la Shoah, aux années noires, etc. On se dit, oui, mais maintenant, quand on devrait pouvoir la faire, la comparaison, on ne peut plus la faire. Mais ça rappelle effectivement... Parce qu'on n'est plus crédible. Si effectivement, aujourd'hui, Oradour-sur-Glane, ça se met à toutes les sauces, il n'y a pas un moment donné où vous pouvez dire c'est Oradour-sur-Glane ce qui s'est passé, par exemple, avec le Hamas le 7 octobre, parce que c'est qui, c'est quoi, on ne sait plus très bien. Là, c'est exactement la même chose. Si vous parlez des pogroms ou si vous parlez des chasses aux Juifs, moi j'ai honte, comme j'ai eu honte quand on a réservé le même sort à Alain Finkielkraut en son temps. Et c'était les Gilets jaunes dont je défendais la partie première. Oui, vous avez raison de le rappeler, absolument. Donc c'était déjà à mort les Juifs. Vous vous rendez compte, on est dans les années 30 là pour le coup, franchement. Mais qu'est-ce que les manifestants qui ont sévi à Saint-Étienne font payer à Raphaël Glucksmann ? Parce qu'il dit que lui, il n'a jamais bégayé pour condamner le Hamas, qu'il a toujours lutté pour que le carnage aussi à Gaza s'arrête. Il dit, en même temps, cela ne nous conduit pas à des slogans qui sont la négation d'Israël. C'est ça, au fond, que ne supportent pas ces manifestants qui le sortent du cortège ? Je crois que c'est un mélange. C'est la gauche social-démocrate, républicaine, c'est la compromission de la gauche avec la droite ou le centre, etc. Vous avez la candidate des Européennes, la candidate macroniste qui a fait savoir il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle n'était pas si loin que ça, de Raphaël Glucksmann. Oui, cette gauche-là, elle dit, vous voyez, cette gauche-là et la droite, c'est un peu la même chose. Donc elle dit, la seule gauche, c'est nous, et nous, on est du côté de la Palestine, etc. Et vous êtes la fausse gauche, donc vous êtes du côté d'Israël. C'est une espèce d'amalgame et de pensée binaire chez ces gens qui ont été pour certains des jeunes élevés à la télévision ou à l'écran et qui voient le monde en noir et blanc. Pas de subtilité, pas d'analyse, pas d'élégance, pas de finesse, juste le bon, le méchant, le bien, le mal. Alors la Palestine d'un côté, Israël de l'autre. Et je pense qu'il incarne ça parce qu'il est jeune, parce qu'il est brillant, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a du succès, parce qu'il porte sur ses épaules tout ce qu'a été la social-démocratie socialiste et ses déceptions, les déceptions qu'elle a pu porter avec elle, aussi bien avec Mitterrand en 83 qu'avec Hollande, voire avec Jospin qui n'a pas été élu président de la République, mais qui n'a pas démérité quand il a été Premier ministre. Mais il y a une espèce de grande déception
du côté de la gauche social-démocrate, et d'un seul coup, cette gauche non républicaine veut prendre la place. Donc c'est un combat, ce sont des attaques à dominer, mais ça c'est honteux. On a vu des images du 1er mai, cette fois à Paris. Oui. On a vu les éléments radicaux qui à chaque fois se déploient en tête de cortège. On a le sentiment que l'État est impuissant à gérer, à réguler ces phénomènes et qu'on ne peut plus manifester dans notre pays, quelle que soit la cause. Là, c'était le défilé syndical du 1er mai. D'abord, c'est plus la fête du travail. C'est terminé, la fête du travail. Jadis, on avait des syndicalistes qui défendaient les travailleurs. Il y avait toujours cette idée il y avait le Parti communiste, il y avait la CGT, il y avait la CFDT, il y avait le Parti socialiste, les drapeaux. Bon, on savait comment ça se passait, mais c'était vraiment la fête des travailleurs. Pas forcément la fête du travail, mais vraiment la fête des travailleurs. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait même plus comment s'appellent les patrons des différentes centrales syndicales. Ils représentent de moins en moins de personnes. Hein. Puis on a choisi une femme qui a dû faire des études de philo, qui n'a pas eu de prof de philo, qui est conseiller principal d'éducation, puis qui finit dans la politique. Bon, on voit les trajets, mais on ne voit pas un type comme, je sais pas, comme Krasuki, qui serait sorti de la mine et qui serait devenu patron de la CGT, ou Martinez, par exemple. Vous ne regrettez pas le règne des hommes, Michel Onfray ? Non, des travailleurs. Ça aurait été une femme de ménage, ma mère était femme de ménage et j'ai beaucoup de... Quelqu'un qui incarne, c'est ça ? Qui incarne, okay. Un homme, je parle du passé, alors donc ça aurait été Madame Krasuki, ça aurait été exactement la même chose. Je vous l'accorde. Parlons d'Arlette Laguillet, si vous voulez, qui elle était aussi une travailleuse, qui travaillait à la banque, etc. Enfin, des gens qui connaissaient le monde du travail, qui défendaient le monde du travail. Là, on choisit effectivement, pour le coup, des femmes parce qu'elles sont femmes, pour mener un combat wokiste, en estimant qu'elles devaient être des courroies de transmission de tout ce qui est détestation de la France. Il ne faut pas s'étonner que de plus en plus de travailleurs, pour le coup, n'aient pas envie de se syndiquer. Et défense des acquis sociaux, parce que là aussi, évidemment, c'est ce qui est au cœur de toutes les revendications syndicales. Mais il faudrait travailler, c'est-à-dire que si les hommes politiques faisaient autre chose que de la politique politicienne, de se retrouver dans des bons restos, dans des endroits avec des bonnes adresses, etc., mais qu'ils travaillent vraiment en se disant le travail a changé. On ne travaille plus justement comme à l'époque de Krasuki, comme à l'époque où il y avait des mineurs, comme à l'époque où les gens conduisaient des locomotives avec des escarbilles parce qu'effectivement c'était dangereux, c'était problématique de piloter des trains comme ça. C'est fini ça. Vous avez un travail tout à fait différent. Il faut penser le travail autrement. Le temps de travail différemment, le rapport au travail avec les enfants, mais enfin les adolescents, les étudiants, le rapport au travail des femmes qui voudraient travailler autrement et différemment, ou des hommes qui voudraient, etc., des malades. Enfin, il y a tout un travail à faire. Quand on a envie de faire vraiment de la politique et de penser à la France, qui consiste à dire le travail ayant changé, défendons le travail autrement plutôt que de dire la Palestine vaincra. Vous avez vu les drapeaux qu'il y avait dans ce défilé ? Dans ce défilé, absolument. Non, parce que moi je les ai regardés très précisément. Il y avait des drapeaux des centrales syndicales et des drapeaux palestiniens. À quoi il faut ajouter des drapeaux de Cuba, je les ai vus, et des drapeaux des Kanaks. C'est-à-dire des gens qui sont des indépendantistes, des autonomistes, des gens qui ne veulent pas de la France. Donc il y avait là un ensemble d'individus qui faisaient savoir que le modèle auquel ils aspiraient, c'était Cuba. Ou que c'était de se défaire de la France parce que les indépendantistes kanaks détestent la France et que la chose était clairement dite avec ces drapeaux. En tout cas, c'était le 1er mai et c'était un 1er mai sous tension. On fait une petite pause, Michel Onfray. On se retrouve dans un instant dans cette émission Face à Michel Onfray sur CNews. On parlera de l'Europe, évidemment, et puis on va parler de la violence des jeunes à la lumière du meurtre du jeune Mathis, 15 ans. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de Face à Michel Onfray. Michel, on va parler de l'Union européenne, des élections européennes dans un instant. Mais avant, je voudrais évoquer la violence des jeunes. On en a déjà parlé la semaine dernière. Malheureusement, je pense qu'on risque d'en parler toutes les semaines. À la lumière du nouveau meurtre glaçant qu'on a vécu à Châteauroux, un jeune de 15 ans, Mathis, a été poignardé par un réfugié afghan du même âge, vraiment du même âge. Ce jeune de 15 ans avait déjà été arrêté 2 fois par la police, 2 fois mis en examen pour vol avec violence, déjà sous la menace d'un couteau. Ce qui est absolument abominable, c'est qu'il a été écroué, évidemment, mais sa mère aussi a été mise en examen parce qu'elle était sur les lieux au moment du drame et qu'elle a frappé le jeune Mathis qui agonisait au sol après le coup de couteau porté par son propre fils. Comment on peut expliquer une telle violence, une telle sauvagerie, une telle absence d'empathie en réalité ? On est d'abord le produit de son éducation et aussi le produit de sa culture. C'est-à-dire, on n'arrive pas je crois qu'il est arrivé, il avait 7 ans, ce petit garçon. Normalement, il aurait dû être éduqué à l'européenne. Il est sans doute allé à l'école de la République. Oui, mais enfin, comme à l'école de la République, on n'apprend pas forcément ce qu'il faudrait apprendre. Je pense qu'à la maison, en plus de ça, on peut apprendre le contraire de ça. Quand vous avez été élevé dans une civilisation tribale, où la violence fait la loi, et pas un Afghan, quand vous allez faire un tour en Afghanistan, pas un Afghan qui n'ait pas un couteau sur lui. Ils sont armés, tous. Que vous êtes dans une civilisation prétendument de l'honneur. Il m'a mal parlé. Et que vous pouvez régler le problème il m'a mal parlé par je lui donne un coup de couteau et je le tue. Si vous n'avez rien dans notre civilisation, la nôtre,
qui aura rencontré cette civilisation pour dire non, ça c'est la vôtre, mais c'est plus la vôtre. C'est-à-dire ça marche en Afghanistan, c'est tribal, c'est ethnique, ça marche comme ça depuis des siècles, gloire au peuple afghan en Afghanistan. Le peuple afghan, quand il est en France, c'est pas les mêmes règles. Simplement, si les mêmes règles ne sont pas transmises parce que les instituteurs, les enseignants, les professeurs ont peur, ont honte, parce que d'un seul coup, on va dire qu'ils sont fascistes, les syndicats vont dire, mais enfin, laissez-les, c'est quand même leur culture. Évidemment, le gamin, un jour, il estime que la violence, ça fait son affaire, puisque de toute façon, il rencontre la police qui l'interpelle, mais il rencontre la justice qui dit, vous pouvez rentrer chez vous. Parce qu'au-delà de ce cas particulier, c'est un parcours de délinquance là, qu'on a sous les yeux. C'est 2 fois arrêté pour vol avec violence, pas de condamnation, une mise en examen, et puis le drame. On a parlé la semaine dernière de la violence des mineurs et des sanctions. Alors, on a parlé des couvre-feux, il y a plusieurs villes qui en prennent pour les mineurs, des internats éducatifs. Il y a d'autres moyens de prévenir la violence des jeunes, à votre avis ? Prévenir, il faudrait déjà qu'on fasse avec ce qu'il y aurait à guérir. Prévenir, c'est pour empêcher le mal. Le mal, il est déjà là. Je suis sidéré. Moi, je serais président de la République comme Macron, j'aurais du mal à m'endormir. En disant tous les jours, et vous voyez sur CNews régulièrement, on les voit, on finit par se perdre, on se dit alors qui a pris un coup de couteau, c'était où ? Ah oui, c'était un garçon, ah ben non, mais ça c'était une fille. Ils ont tous le même âge, 14-15 ans. Tous le même âge, et on dit, que fait le président de la République ? Rien. Si, il a convoqué des états généraux, il veut qu'on parle de la violence des mineurs, il veut réunir les magistrats. Non, il ne fait pas rien. Non, il fait rien, il parle, ça s'appelle rien. Un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un dont la parole est rare, et l'action considérable. Lui, sa parole est considérable et son action nulle. Si vous faites... Enfin, c'est votre avis. C'est mon avis. Je ne suis pas là pour donner l'avis de quelqu'un d'autre. Moi, je suis là pour le pondérer. Oui, non, je peux. Vous avez raison, moi, bien sûr. Arrive. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire que, oui, d'accord. Alors, d'accord, un numéro vert, une assemblée, des rencontres... Des mesures. Alors, il y a par exemple... Des convocations des préfets... Des mesures qui s'appellent des mesures d'intérêt éducatif, qui seront définies pour des jeunes de 13 à 16 ans. Ça, c'est Éric Dupond-Moretti. Il a donné 3 coups de couteau dans le ventre d'un garçon, on va lui demander... Non, avant l'acte des délinquants. Avant de le faire, il peindra les grilles de la mairie parce qu'on lui expliquera qu'il vaut mieux faire ça que donner un coup de couteau à un enfant. D'accord. Alors, je suis sûr que vous êtes d'accord avec Manuel Valls. On va l'écouter. Il était l'invité de Sonia Mabrouk cette semaine. Lui, il demande des sanctions plus fortes contre les mineurs. On l'écoute. Les homicides et les tentatives d'homicide augmentent depuis quelques années. Donc ce ne sont pas des faits divers, ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés. C'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite. Ce que dit Manuel Valls sur cette question de faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves ? Les Français, comme à chaque fois qu'on leur pose la question, demandent de l'autorité. Ils disent oui à 75%, non à 25%. Parce qu'à chaque fois qu'on leur demande est-ce qu'il faut plus de fermeté, la réponse c'est oui. Mais que dans les faits, rien ne se produit. Moi, j'aime beaucoup Manuel Valls depuis qu'il ne fait plus de politique. Ah oui ? Il en fait là encore. Oui, il en fait pour en refaire. Pour en refaire. Il ne veut pas tuer un strapontin, il voudrait qu'on lui... Enfin, peu importe. Je ne vais pas faire de procès d'intention. Mais je veux dire que c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a un moment donné où ces gens ont eu le pouvoir, ils ont fait quoi ? Je vous redis la même chose. C'est-à-dire, moi, je n'attends pas d'un chef d'État qu'il parle. Je voudrais qu'il se taise et qu'il agisse. Et qu'il ait des choses à nous proposer. Et qu'il ait en ligne de mire la France et les Français. Pas... la réélection, la possibilité de battre Marine Le Pen aux prochaines élections européennes, la possibilité de nommer quelqu'un qui était, enfin, l'espèce de soupe là, juste dire, et la France, et les Français. Donc, ils veulent plus de référendum parce qu'ils craignent de les perdre. Évidemment, d'accord, on le comprend bien. Mais dans ces cas-là, ils savent bien ce que veulent les Français. Donc, qu'ils ne fassent pas un référendum pour demander ce qu'on fait des immigrés. Ils le savent. Sur la violence des mineurs, qu'est-ce qu'on pose comme question aux Français, par exemple, Michel Onfray ? On leur dit, est-ce que vous êtes pour qu'on refasse des internats, qu'on refasse des centres ces gens-là, fermés ? la politique, je dis, c'est pas juste l'art de traîner dans les restaurants étoilés, c'est l'art de gouverner la France. C'est l'art d'avoir des idées. C'est l'art puis d'avoir des idées, puis quand on est de se battre pour aller au pouvoir, pas se battre en disant je vous dis un truc, quand je serai au pouvoir je ferai le contraire, mais quand on est au pouvoir de dire il y avait un contrat entre vous et moi, je suis allé au pouvoir avec ces idées, nous allons les incarner. Alors après, refonder l'autorité, c'est compliqué. On a eu l'occasion d'en parler déjà vous et moi. L'autorité, ça suppose une transcendance
Ça suppose que vous ayez peur de quelque chose et que ce quelque chose, il soit accroché à du divin ou à quelque chose comme ça. Quand ça disparaît, ça, avec Rousseau, au moins, il y a la nation, il y a le peuple, on sollicite le peuple. Rousseau, il dit, bon, laissez Dieu de côté, mais on a quand même besoin de la religion. Là, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de nation, et il n'y a plus de possibilité de décider quoi que ce soit. Alors, il a les pleins pouvoirs, Emmanuel Macron, qu'il en use, c'est ce qu'il fait d'ailleurs plutôt mal depuis un certain nombre d'années. Quand vous arrangez comme ça des résultats d'élections, vous les avez perdus, mais vous restez. Vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais vous continuez à gouverner quand même. Vous allez gouverner avec le 49.3. Après, vous allez faire une petite commission qui va diriger indépendamment, etc., etc. À un moment donné, vous dites, j'ai réfléchi. Et j'ai pas fait un tour devant les caméras, j'ai réfléchi, j'ai rencontré des gens, et pas seulement des intellectuels, des sociologues, des psychologues, ça suffit, tous ces gens-là, mais juste des gens qui sont des spécialistes de l'autorité. La police, la gendarmerie, l'armée, des gens qui savent ce qu'on fait quand on a affaire à des délinquants et qu'on n'a pas envie, ou de dire ils sont formidables, ils sont sympathiques, c'est la chance pour la France, discours de la gauche, ou de dire c'est des petits salopios, il faut leur mettre une volée immédiatement, le discours de la droite. Oui. Juste dire discours de la France, comment remettons ces gens-là en règle, et pas du tout, je vous dis, dans des internats où ils vont avoir un survêtement, vous avez vu... On en a parlé la semaine dernière, je connais votre avis sur la question. Ça, c'est cosmétique. Est-ce qu'il y a quand même, et ça transcende les clivages partisans, une question de civilisation, d'éducation. On a des jeunes qui sont accrochés à leur téléphone portable. D'ailleurs, le gouvernement a édicté des recommandations, pas d'écran avant 3 ans, attention au téléphone portable avant 12 ans. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à gérer cette crise de l'autorité ? Non, ça ne marche pas comme ça. L'autre jour, je me souviens d'un reportage où on voyait, il y avait des zones blanches dans les campagnes où il n'y a pas de téléphone portable. Formidable. Eh bien, vous êtes très content quand votre téléphone ne passe pas. Et là, on disait, on a mis un réseau qui permettait aux enfants dans le village de pouvoir disposer de leur téléphone portable. Et ils étaient assis sur les marches d'une église romane. Juste derrière, il y avait des chapiteaux. Ils tournaient le dos aux chapiteaux. Ils étaient 3 ou 4. Ils ne se parlaient pas. Et ils étaient chacun sur le téléphone portable. Je dis, tout est dit. On tourne le dos au passé avec le génie du christianisme, de son art roman, etc. On tourne le dos à ses copains avec lesquels on aurait pu faire des cabanes, du foot, se donner une peignée ou aller chercher la petite parisienne qui passait par là, comme faisaient tous les gamins à cette époque-là. Non, pas du tout. Ça y est, on était connectés sur la planète entière. Alors, je ne veux pas savoir s'ils étaient en train de regarder des sites porno alors qu'ils avaient 12 ou 13 ans, mais on se disait... on n'espère pas, mais c'est comme s'ils vont voir en priorité. C'est ce que le net, c'est quand même essentiellement ça. Les gens ne vont pas chercher une encyclopédie philosophique. Il y en a qui le font, mais d'autres qui font. Ils sont probablement minoritaires. Bon, on va parler, Michel, on ferait des élections européennes. Elles se tiennent le 9 juin prochain, on le rappelle, parce que c'est vrai que les Français ont l'air très enclins à aller vers les urnes. On a l'impression qu'il n'y a aucun des candidats, en vérité, qui ne parle des européennes. Le seul qui en parle, c'est Emmanuel Macron. On verra dans un instant ce qu'il a dit. Mais Gabriel Attal aussi est poussé dans la campagne. Il va accepter normalement de débattre avec Jordan Bardella. Et pour lui, c'est très simple. Il s'est exprimé cette semaine. Il a dit « Ce vote, c'est pour ou contre l'Europe ». Écoutez-le. Maintenant, ce qui va se jouer là, dans ces élections, c'est le fait de savoir si on continue en Europe ou pas. Et la réalité, c'est que les partis que vous évoquez, les extrêmes, fondamentalement, dans leur projet, organiseraient une sortie de l'Union européenne. On ne peut pas dire on reste dans l'Europe, mais on arrête de payer la cotisation à l'Europe, on arrête de respecter les traités européens, et on va rester dans l'Europe comme si de rien n'était. Non, il faut assumer, ça veut dire qu'on sort de l'Europe. Donc l'enjeu de ces élections du 9 juin, c'est est-ce qu'on reste dans l'Union européenne, ou est-ce qu'à terme, on finit par sortir de l'Union européenne. Moi, je considère, avec Valérie Ayé, qu'il faut rester dans l'Union européenne. Et on va se battre pour continuer à la faire changer. Tout n'est pas parfait. Voilà pour le discours de Gabriel Attal. Emmanuel Macron a donné une interview au magazine The Economist. Il dit exactement la même chose. Ah oui. Il dit c'est pour ou contre dans l'Europe. Oui. L'Europe peut mourir, il l'avait déjà dit. Une civilisation peut mourir et la fin peut être brutale. C'est un discours d'apocalypse en réalité. Il faudra dire au jeune homme, là, M. Attal, en 2005, il y a eu un référendum. Alors je ne sais pas, il était probablement dans son parc à jouer. En 2005, il y a 20 ans. Il faudrait que je calcule. En gros, mais il était jeune, oui, c'est sûr. Mais il était très jeune, donc il a l'excuse de la jeunesse, mais je pense qu'il a l'intelligence qui lui permet de savoir qu'il vaudrait mieux qu'il se taise sur ce sujet-là, parce que déjà en 2005, quand on a demandé aux Français s'ils voulaient, les Français ont dit non. Et là, si les Français disent non avec Marine Le Pen, on leur dira, vous avez dit non, mais vous avez dit oui quand même. Il sait bien que s'il joue cette carte-là, d'abord c'est à double tranchant. Si c'est quelque chose du genre, on va en faire un référendum, ce que fait d'ailleurs Marine Le Pen, qui fait exactement la même chose, en disant c'est pour ou contre l'Europe, et c'est pour ou contre Macron. Elle dit c'est plutôt pour ou contre Macron. Oui, c'est ça. Mais pas contre l'Europe. Non, elle dit contre l'Europe de Macron. Entendons-nous bien. Parce qu'elle dit je ferai une autre Europe quand j'y serai, etc. C'est l'autre Europe qui ferait Marine Le Pen, c'est pas Marine Le Pen qui ferait l'autre Europe. Et elle présume de ses forces.
Mais Macron, il dit exactement la même chose. Évidemment, ils sont clones l'un l'autre. Et je dis simplement que quand en 1992, le traité de Maastricht était vendu, il était vendu sur un projet de société, sur un projet civilisationnel. Alors évidemment, c'était facile de dire qu'il y aurait plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté, etc. J'ai beaucoup dit ça. Et ceux qui étaient en face et qui disaient non, ce ne sera pas ça, Philippe de Villiers, par exemple, et moi, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, lui et moi, on passait pour des fascistes, pour etc., etc. Bon, aujourd'hui, c'est plus l'heure de dire que ce sont deux projets de société. C'est une société, elle existe déjà. L'Europe de M. Macron, elle existe depuis 1992. L'Europe de M. Attal, elle existe depuis 1992. Peut-être même pas né. Et maintenant, le problème, c'est, voulez-vous continuer cette Europe, oui ou non, puisque c'est la même? Et ben oui, faisons de ce débat... En faisant peur à ceux qui, éventuellement, pour la promotion d'un autre projet. C'est habituel. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour l'Europe, vous êtes pour Marine Le Pen. Si vous êtes pour Marine Le Pen, vous êtes d'extrême droite. Si vous êtes d'extrême droite, vous êtes un nazi, vous êtes un fasciste. Et un petit voyage à Oradour-sur-Glane et un petit voyage à Auschwitz pour savoir qu'il va falloir bien voter. Un tout petit peu autre chose, Michel Onfray, mais c'est pas très loin de ce que vous dites. Il accuse tous les nationalistes européens d'être des brexiteurs cachés qui prennent le continent en otage avec un même discours de mensonge. Il dit le RN voulait sortir de l'Europe, de l'euro, de tout. Maintenant, il ne dit plus rien. Il tire les dividendes de l'Europe en voulant la détruire sans rien dire. Sur ce sujet, il a raison. De fait, Marine Le Pen a beaucoup godillé jusqu'à ce que je l'entende un jour dire qu'effectivement, on ne touche plus à l'euro, on ne touche plus à Schengen, on ne touche plus, etc. Bon, je me suis dit, Emmanuel Macron, il fait de la politique. Il a raison de sortir cette phrase-là, parce que de fait, ils sont assez semblables. C'est pourquoi je dis que c'est pas Marine Le Pen qui mangerait l'Europe, c'est l'Europe qui mangera Marine Le Pen. Donc voilà. Maintenant, de là à dire que les autres sont des souverainistes et que le souverainisme, l'identité nationale, tout ça, c'est le fascisme. C'est le nationalisme. Oui, alors je rappelle que quand il s'agit de l'Ukraine, c'est formidable, la nation. Ils sont tous là avec des drapeaux ukrainiens nous disant il faut absolument la nation, la souveraineté, le peuple, l'hymne, l'armée. Moi, je suis pour tout ça. Je suis pour la souveraineté ukrainienne, mais je suis aussi pour la souveraineté française. Ces gens-là estiment que le souverainisme, c'est détestable. Cette saloperie, disait Bernard-Henri Lévy, c'est une citation. Mais quand il s'agit de pays qui ont leur faveur, ils sont pour le souverainisme. Et Bernard-Henri Lévy est pour le souverainisme d'Israël. Il a raison, moi aussi. Et je pense que, parce que je suis pour tous les souverainismes, je pense qu'effectivement, les pays doivent pouvoir décider de ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Mais je suis un Frexiteur. Vous êtes un Frexiteur? Oui, j'ai pas honte. Je dis simplement, effectivement, que personne ne défend cette position-là en France, parce qu'on ne fait pas carrière politique avec ça. Parce que vous êtes un cinglé, vous êtes un pauvre type, vous ne connaissez rien à l'économie. Vous allez faire effondrer l'économie. L'espèce d'élément de langage qui est complètement faux, du genre ça s'effondre en Angleterre, c'est pas vrai. C'est juste un mantra qui est raconté comme ça. On vous donne 10 chiffres, les gens ne sont même pas en train de vérifier, n'êtes pas dans la possibilité même de pouvoir vérifier ces chiffres, ou même de comprendre ce que signifient ces chiffres. Et on vous dit, mais il y a eu ceci, puis il y a eu cela, vous vous rendez bien compte. Pas du tout, les Anglais. Mais l'argument qu'on brandit beaucoup, et que Emmanuel Macron a brandi à nouveau, c'est la question de la guerre, la question de la Russie, parce qu'il a redit qu'il envisageait, au cas où, d'envoyer des troupes au sol. Les mecs, il avait déjà dit ça. Parce que, voilà, c'est cette menace existentielle, au fond, qu'il brandit. Existentielle pour l'Ukraine. De l'Europe de collapser, en fait. L'Ukraine, c'est pas la France. Je suis sidéré, moi, qu'il laisse partir la France à volo, qu'il n'y a pas d'autorité en France, il n'y a pas d'État en France, sauf pour faire payer les impôts et les amendes des voitures, qu'il y a une délinquance totale, et puis d'un seul coup, on dit l'avenir de l'Europe, elle se joue en Ukraine. Enfin, l'avenir de la France, l'avenir de la France se joue en Ukraine, parce que l'avenir de l'Europe se joue en Ukraine. Mais il devrait dire, il n'a pas l'impression que tous ces enfants poignardés, c'est un peu l'avenir de la France qui se joue là aussi. Rassurez-moi, Michel, il y a des choses qui vont bien dans notre pays. Oui, il y a un peuple qui n'ira pas voter parce qu'il a compris que ça sert à rien. Il y a un peuple intelligent. Il faut pas les encourager à ne pas aller voter. Non. On va pas c'est le Titanic et vous demandez un ticket d'entrée sur les Titanic. Mais vous demandez qu'on consulte le peuple. Alors il faut qu'il aille voter. Ah oui, non, parce que là, je vous assure, quand c'est quand le général de Gaulle consulte le peuple, il écoute le peuple. Et quand il dit vous ne voulez pas de moi, je m'en vais le lendemain, vous connaissez l'histoire, le général de Gaulle a quitté l'histoire. Là, quand on leur dit on vote et qu'ils devraient quitter l'histoire, ils s'installent durablement. Que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, aucun n'a écouté ce qu'a dit le peuple. Et la dernière fois, je vous dis, c'était 2005. Depuis, d'ailleurs, ils s'en mordent les doigts. Donc plus jamais on ne consulte le peuple. Peut-être même on pourrait aller jusqu'à cet aéroport à côté de Nantes. Vous vous souvenez du nom de cet aéroport ? Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, voilà.
Et on demande aux gens ce qu'ils veulent. Ils disent, oui, nous, on veut un aéroport. On s'assied dessus le résultat. Et Hollande dit, non, il n'y aura pas d'aéroport. Donc on dit, mais il y a eu ça à Caen aussi. Jadis, on avait consulté la population en disant, voulez-vous... C'est chez vous, Caen. Oui. Voulez-vous un tramway? Les gens de Caen ont dit, on n'en veut pas. Et la mairie de l'époque a dit, vous l'aurez. Donc il y a juste un moment donné où les gens ne vont pas voter parce qu'ils se disent, de toute façon, nos votes vont à la poubelle. On nous dit, votez pour Macron, et là, on écoutera votre vote, et encore. Mais si vous ne votez pas pour lui, on n'écoutera pas votre vote, on le mettra à la poubelle. Bon, moi, j'y vais pas non plus pour cette même raison. On va pas me demander d'aller voter en disant, vous, ça fait partie des votes qu'on mettrait à la poubelle de toute façon. Non, le bateau est en train de couler. Mon urgence à moi n'est pas d'obtenir un billet pour avoir une cabine de première classe sur le Titanic. Michel Onfray, il y a 2 sujets que vous vouliez évoquer avant qu'on referme cette émission. Ce qui s'est passé à France Info, un journaliste qui s'appelle Jean-François Aquili a été licencié pour faute grave pour des manquements répétés à la déontologie selon sa direction. Il est accusé d'avoir eu des entretiens avec Jordan Bardella, président du RN, en vue d'un livre, projet qui n'a pas abouti, que M. Aquili a refusé, comme il l'a confirmé, qui n'a fait l'objet d'aucun contrat. Ça signifie quoi? Ça symbolise quoi, à votre avis? C'est honteux, c'est honteux. D'abord, moi, je suis énervé par tous ces gens qui viennent parler de leur livre qu'ils n'ont pas écrit. J'en connais, moi, des nègres, des gens des assistants à l'écriture. Oui, des assistants d'écriture, s'il vous plaît. Ah oui, mais enfin, prenez le dictionnaire, c'est dans le dictionnaire. Comme je ne brûle pas les livres, et je ne brûle sûrement pas les dictionnaires, mais pour vous être agréable, je dirais des assistants à l'écriture. Donc, qui écrivent. Souvent, les hommes politiques se font assister par des plumes. Pas que les hommes politiques. Des gens qui viennent sur les plateaux nous expliquer très, très savamment ceci ou cela. Et donc là, il est licencié avec un projet qui n'a pas eu lieu. Le projet n'a pas eu lieu, le livre n'a pas été écrit. Aurait-il été écrit? Et alors, c'est quoi? Il est antidémocrate c'est une chasse aux sorcières, c'est ça? Évidemment. Et puis un journaliste, on appelle ça faire des ménages, comme vous le savez, mais je veux dire qu'ils sont nombreux à faire ce genre de... Des ménages, ça veut dire aller travailler pour des entreprises et faire... Ou des privés, ou des partis politiques, ou etc., etc. On sait très bien, à une époque, il y avait des chroniqueurs télé qui faisaient des livres avec Lionel Jospin, qui jouaient au tennis avec eux, et ça ne gênait personne, mais après ça, ils ont joué au tennis, probablement sur le même cours avec François Bayrou, ça ne gênait personne, etc. Donc il y a juste un moment donné où, bon sang, on est en démocratie, et même si un journaliste avait envie je sais pas quel homme politique, moi je suis pour ça. C'est-à-dire que c'est pas honteux, Jordan Bardella n'est pas quelqu'un qui est antisémite, n'est pas quelqu'un qui justifie qu'on puisse égorger des enfants juifs, n'est pas quelqu'un qui estime que la Shoah ça commence à bien faire et que le sionisme est etc., etc. Donc si vraiment on veut poursuivre les gens, faisons-le sur des véritables motifs plutôt que sur des procès d'intention. Alors, deuxième sujet, et on a peu de temps pour l'aborder, mais je sais qu'il vous tient à cœur, la GPA, la gestation pour autrui. Vous avez relevé les propos de Louis Boyard de la France Insoumise, qui vous a surpris dans le bon sens. Oui. Visiblement, il a dit la marchandisation du corps des femmes n'est pas quelque chose qui me paraît acceptable. Il m'a déçu en bien, c'est les Canadiens qui disent il m'a déçu en bien. Mais vous lui dites bravo. Je dis bravo Louis Boyard, parce que si on veut garder sa ligne François Bayrou a dit la même chose. De liberté, aussi, hein. Eh bien bravo à François Bayrou aussi, et bravo à Sylviane Agacinski, et bravo à tous les gens qui, de droite, de gauche ou d'ailleurs, s'en viennent nous expliquer qu'on ne peut pas accepter la marchandisation des corps. Et Louis Boyard, s'il vous plaît, allez-y, allez dans les universités, défendez, vous êtes écoutés, vous êtes entendus, votre parole pèse, vous dites plein de choses sur plein de sujets, allez expliquer aux jeunes que ça n'est pas défendable et que vous avez raison de dire que c'est la marchandisation des corps et que personne, pour des raisons humanistes, ne peut accepter ce genre de choses. Et on rappelle que le Parlement européen, la semaine dernière, a adopté une révision de la directive contre le trafic d'êtres humains. Absolument. Et dans lequel il inclut la gestation pour autrui. Voilà. Donc quand Louis Boyard dit des choses bien, je dis qu'il dit des choses bien, et je dis continuez, cher Louis Boyard, à dire ces bonnes choses, parce que ça sort le sujet de l'endroit où souvent le sujet est confisqué. Ça a été longtemps les tradis, cathos, pratiquants de droite qui défendaient ça. Et moi, même chose pour le débat sur la fin de vie. Oui, c'est ça. Et moi, je suis compagnon de route de cette société, de ce fragment de civilisation sur cette question de la gestation pour autrui. Et si effectivement des voix peuvent venir de gauche, et je rappelle que c'était aussi l'idée, sur la GPA, je ne sais pas, mais de Beauvais, je retrouve son prénom, José Bové. Et José Bové avait dit des choses extraordinaires sur la question des OGM en disant mais attendez, on n'accepte pas de transformer des organismes génétiquement modifiés. Et il dit mais les OGM on ne tolère pas pour le maïs ou pour le blé ou pour l'orge ou pour n'importe quelle céréale, ne l'acceptons pas pour les humains non plus. C'était formidable que José Bové ait pu le dire. Puis après ça a disparu. Et François Ruffin a aussi dit peut-être que la GPA n'est pas une priorité. Alors ces gens ont tous un peu peur et font tous un peu marche arrière ou disparaissent un peu dans la nature. Moi je suis pour qu'on dise au-delà de la droite, de la gauche, etc., si vraiment on veut que la France retrouve un peu de sa grandeur, si nous étions les premiers à dire au monde, non, dans le pays de Victor Hugo, je rappelle Fantine, Cosette, etc., on ne marchandise pas le corps humain. Merci beaucoup, Michel Onfray, d'avoir passé cette heure en votre compagnie et avec nos amis téléspectateurs de CNews. Merci à vous, bonne semaine et on se retrouve pour un prochain numéro de Face à Michel Onfray.